Bonsoir et bienvenue dans votre émission Présence protestante. Ce soir, nous irons à la découverte d'une communauté protestante slave et ukrainienne, en compagnie de Fabien Ruel. De la première immigration ukrainienne à nos jours, en passant par la naissance d'une communauté évangélique slave et les débuts des voyages humanitaires vers l'Ukraine, toute une histoire du passé que nous revivons malheureusement aujourd'hui. Bonsoir Fabien. Présentez-nous votre invité. Bonsoir Georges et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir avec Bernadette Braklavski pour évoquer le temple évangélique belgoslave situé dans le Borinage, dans l'entité de Colfontaine et plus précisément à Warkini, une communauté créée par son beau-père. Toute une histoire, toute une vie, des mineurs, du labeur, des difficultés, mais surtout l'union entre les peuples. Lui-même était ukrainien. Alors Dieu sait que cette situation actuelle forcément interpelle cette communauté. Bernadette, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir monsieur. On va revenir un peu sur la fondation de l'Église avec votre beau-père qui était, on va dire, intellectuel, mais qui avait à cœur d'être proche de la population, proche des ouvriers, proche des mineurs, proche de tout le monde finalement. Oui, c'est exact parce que c'était un homme qui était très humble. Nous rigolions toujours, on disait, s'il voyait un chien, il s'arrêterait encore et lui ferait la conversation. Ça, c'est quelque chose, je ne saurais pas oublier ça venant de lui. Votre mari aussi qui a été imprégné de cette culture, de cette vie, de cet esprit de service durant des dizaines d'années. Oui, c'est un fait certain, mais n'oublions pas, il y a déjà une différence entre, disons, l'esprit de mon mari, l'attitude de mon mari vis-à-vis de l'attitude de son papa, parce que mon beau-père a connu vraiment, disons, au moins pendant une bonne vingtaine d'années, presque 30 ans, le système soviétique. Mon mari est né en Allemagne, bien sûr, mais a vécu en Belgique, a reçu l'éducation belge. Vous savez, c'est déjà différent. Quoique mon mari n'a jamais, alors ce qu'il s'appelle jamais, renié ses origines. Hein, ça, bien au contraire, bien au contraire. Mais il y avait déjà une différence entre mon beau-père et mon mari. Votre beau-père, Roman Braklavski, ukrainien, déporté en Allemagne et qui finalement atterrira quelque part dans le Borinage. Oui, c'est bien ça. Mon beau-père est arrivé d'Allemagne puisqu'il avait été enrôlé comme ouvrier obligatoire pendant la guerre, bien sûr. Et il est arrivé chez nous seul, laissant son épouse et son fils de quelques mois en Allemagne pour avoir comme idée de partir en Amérique. Lui, c'était son but. Il ne voulait pas rentrer au pays parce qu'il savait ce que ça valait. Donc, il voulait partir en Amérique. Il est atterri à Élouge, dans la région de Dour, dans les baraquements, et puis quelques mois après, disons, sont arrivés ma belle-mère et mon mari, et mon beau-père étant employé comme mineur de fond, il a eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes slaves, les Polonais, des Ukrainiens, des Russes, enfin toute la nationalité slave. Et étant, disons, très religieux, il s'est, disons, formé comme pasteur et a commencé une petite communauté de maison en maison, bien sûr, et puis est arrivé, disons, la naissance d'une petite église et puis plus grande église et on a suivi l'évolution. Alors évidemment, beaucoup de richesse dans vos propos, Bernadette, avec une petite histoire croustillante. Il était pharmacien et puis il a rencontré sa dulcinée. Vous pouvez nous expliquer brièvement ? Oui, c'est toute une histoire. Il travaillait en Allemagne dans un monastère et il fabriquait les médicaments pour les personnes malades, bien sûr. Et il se fait ayant fabriqué les médicaments, il les distribuait à une personne responsable qui, elle, les distribuait aux malades. Et il fut un jour où cette personne qui distribuait était absente. Et c'est mon beau-père qui a été chargé de distribuer les médicaments aux personnes qui en avaient besoin.
Et il se fait que, bon, coup de foudre, voilà, c'est arrivé. Il a rencontré ma belle-mère, et voilà. Une Biélorusse avec un Ukrainien pharmacien, ça ne s'invente pas. Et puis tout cela a cheminé, puis arrive en selle, si j'ose dire, votre mari, Pavel Braklavski, qui est aussi, lui, devenu pasteur et qui était aussi un outil de traduction, puisqu'à l'époque, il y a eu des mariages entre des Slaves et des Belges, et il fallait bien traduire. Et c'est là qu'il a été touché, qu'il a senti l'appel aussi pour devenir pasteur et travailler dans la communauté. Disons que ça s'est fait automatiquement, dans ce sens que depuis l'âge de 14 ans, il traduisait son papa. Et puis, bien sûr, les années ont passé, mon beau-père a vieilli, mon mari le secondait toujours, et une fois que mon beau-père s'est éteint, d'office, il n'y a même pas eu de questions à ce sujet-là, parce que d'office, mon mari avait sa place, et c'est tout. Et je crois que c'était même la volonté de Dieu, puisque ça s'est très, très, très bien passé pendant de nombreuses années encore. Excellent. Un mot sur la vie spirituelle, justement, où toutes ces nations slaves se côtoyaient au culte d'un même cœur, la richesse dans la diversité. Aucun problème, dans ce sens que bien sûr il y avait la frontière de la langue, bien que mon mari traduisait, était toujours là présent, je ne peux pas dire le contraire, mais ça s'est toujours très bien, disons, passé, dans ce sens que c'est le même esprit. Alors les personnes disaient, bon, c'est vrai qu'on ne se comprend pas, mais il y a cette ambiance, vous savez, c'est quelque chose qu'il faut vivre, ça, et ça je trouve ça formidable. Un beau ministère pastoral et humanitaire envers les pays slaves depuis des dizaines et des dizaines d'années. Oui, mais tout ça a pris naissance en réalité en 1989, quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir. Il a permis à ce que les personnes vivant hors ex-Union soviétique rentrent dans leur famille. Et nous sommes partis 3 semaines, une semaine en Biélorussie, une semaine en Russie, une semaine en Ukraine. Et là, nous avons rencontré bien sûr la famille. Nous sommes restés en contact avec eux, mais nous avons vu aussi la façon dont ils vivaient. Nous avons compris un petit peu leurs besoins. Disons que c'était des gens qui avaient 70 ans d'arriéré par rapport à nous. Et en 1993, on a décidé de retourner, donc mon mari et moi, en Ukraine. Une quinzaine de jours, et là nous sommes partis déjà, je crois que c'est la naissance de l'humanitaire, dans ce sens que nous sommes partis avec une petite camionnette Kangoo qui c'était pas énorme, enfin, remplie de vêtements, de choses nécessaires, on avait bien vu leurs besoins, et voilà. De là, d'année en année, ça s'est, disons, multiplié, ça a touché pas mal de cœurs de personnes membres de notre Église, mais aussi d'autres communautés chrétiennes. Et petit à petit, ça a pris une ampleur, disons, assez importante. Nous avons eu la chance d'avoir des chauffeurs bénévoles, volontaires. Et voilà, nous avons même décidé à un certain moment de faire revenir chaque été, en juillet et en août, des enfants. Nous prenions en principe des enfants de chrétiens parce qu'on savait leur situation. Ils ont toujours été négligés, n'ont jamais été, disons, très bien appréciés par les autorités. Donc, automatiquement, ils étaient un peu plus misérables, si je peux ainsi dire, que d'autres. Et nous avons voulu donc prendre ces enfants de chrétiens. Beaucoup de soucis, beaucoup de documents, mais tout s'est toujours très bien passé et nous en gardons un magnifique souvenir. Évidemment, vous êtes passé d'une camionnette Kangoo à de très très gros camions, si je ne m'abuse. À un moment donné, c'était... Oui, vous avez parfaitement raison. Nous avons eu la chance et toujours avec des généreux donateurs. Vous comprenez bien que c'est pas seul que nous aurions pu faire quelque chose, hein, et même pas notre petite communauté qui pouvait. Mais avec l'aide de pas mal de personnes, nous sommes parvenus quand même à avoir un camion qui faisait 18 mètres cubes. Donc là, je dois dire que ça a été une bénédiction. La situation en Ukraine se dégrade de jour en jour. J'imagine que c'est compliqué aussi pour votre communauté. C'est
c'est terrible. Vous savez, toutes les personnes qui sont encore vivantes de notre communauté et même des autres communautés, mais qui nous ont aidés pour l'Ukraine, qui sont venus avec nous parce que non seulement nous organisions de l'humanitaire, donc là c'était des chauffeurs bien attitrés bien sûr, mais nous organisions des voyages et avec des véhicules privés. Nous sommes allés avec pas mal de personnes et je vous assure que pour toutes les personnes qui restent encore vivantes, qui sont encore sur cette terre, et quand elles me téléphonent ou quand elles me font des messages, c'est incroyable parce que ils ont connu l'Ukraine, un magnifique pays, enfin quelque chose de formidable. Il faut vraiment y être pour comprendre ça. Et quand on voit ce qu'il en reste maintenant, quand vous voyez la ville de Mariupol, et encore, on ne montre qu'une partie. Enfin, c'est quelque chose, c'est terrible parce qu'un magnifique pays. Ça, c'est triste. Aujourd'hui, l'Assemblée envoie de l'argent et ça vous fait mal lorsque vous voyez ce que les banques vous prennent au passage. Oui, ça je râle toujours. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, donc si vous voulez, j'ai une arrière-cousine qui est cuisinière et surtout pâtissière. Et elle fabrique des pains qu'elle envoie pour les soldats, pour les personnes nécessiteuses dans les villes assiégées. Et dernièrement, j'ai décidé de lui envoyer un peu d'argent. Et le problème, c'est que d'abord, il a fallu quelques jours, des renseignements incroyables, comme si c'était un blanchiment d'argent alors que c'était quelques centaines d'euros. Mais vous savez, on a quand même pris 7% sur la somme. Je trouve ça un petit peu dégueulasse pour un pays qui est dans une situation pareille. Moi, je crois que les banques pourraient quand même faire un effort momentané. On demande pas ça des siècles, mais qu'ils fassent un petit geste quand même. Je crois que ce serait quand même aussi une pointe d'humanité. J'imagine aussi que les prières s'élèvent pour ce pays qui est littéralement dévasté. Inimaginable. Même des personnes que nous ne pensions pas. C'est incroyable. D'abord, ça hante, disons, l'esprit de tout le monde. Et même ceux qui ne se disent pas chrétiens. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'amis. Ah oui, bah tu sais, nous la religion, mais malgré tout, quand on parle avec eux, bon, il y a ce désir quand même, bon, que Dieu les bénisse, alors que ce sont des gens qu'on n'a jamais entendu parler de chrétienté. Donc vous voyez, c'est énorme. Quel est votre rêve, Bernadette ? Moi, mon rêve principal, c'est que la paix revienne en Ukraine. Ça, ce serait vraiment, disons, mon souhait premier, parce que, vous savez, une guerre est toujours une guerre. Bien sûr, ça me touche plus parce que c'est vrai, quand je discute, on me dit oui, mais enfin, tu sais, les guerres, il y en a partout, hein. C'est parce que tu as, disons, connu un slave, tu as vécu avec un slave, alors automatiquement, ça te touche. Je suis parfaitement d'accord, ça, c'est vrai. Vous savez, je sais pas, un Africain, quand il y a un problème, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso, forcément qu'un Africain va être plus touché que moi vis-à-vis de l'Afrique. Mais mon rêve, ce serait vraiment que la paix revienne. Quel est votre mot de la fin ? Moi, je vous dirais, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Merci d'avoir évoqué avec nous la communauté belgoslave de Warkini et à très bientôt. Au revoir. Au revoir et c'est moi qui vous remercie. C'est avec ce beau chant ukrainien qui est une prière pour la paix en Ukraine que notre émission prend fin. Vous pouvez réécouter cette émission sur Ovio ou sur notre site aprt.be. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur la première et à samedi prochain. Він поруч, лиш звеличуй його, і милість знайдеш, не залишиш.